TF1 20h avec Jean-Claude Bourré. Le défilé du 14 juillet, vous verrez ce que les Parisiens n'ont pas vu à cause des nuages, la revue aérienne au-dessus de la capitale. Dans une interview, M. Giscard d'Estaing rend hommage aux forces armées et évoque son prochain voyage dans le Pacifique. Ankara, un document bouleversant sur la mort de l'un des otages de l'ambassade d'Égypte. Les dirigeants palestiniens vont essayer de relancer la négociation. Rugby, le festival du 15 tricolore en Nouvelle-Zélande avec les 4 essais marqués contre les All Blacks. Automobile, Claire Regazzoni remporte le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, René Arnoux est second, Jean-Pierre Jarier troisième. Enfin, Louis Ocaña et un technicien d'Antenne 2, James Sarrazin, grièvement blessés dans un accident de voiture cet après-midi au Ménuire. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il y avait de gros nuages ce matin sur la région parisienne pour le défilé du 14 juillet et ce fut dommage car le défilé aérien, déjà réduit pour des raisons d'économie, n'a pas été visible, ni pour les Parisiens venus fort nombreux entre la Bastille et la République, ni pour les millions de téléspectateurs qui ont suivi le défilé en direct sur TF1. Mais ce soir, nous vous proposons une petite compensation. Une caméra de TF1 était à bord de l'un des avions, un Breguet Atlantique, qui est passé avec les autres appareils dans le ciel de Paris, mais au-dessus des nuages. Avant de découvrir ces images tournées par Roch Pescadère, Michel Onfroy et Alain Rodier nous résument les grands moments de ce défilé. 8000 hommes à pied, 300 cavaliers, 350 véhicules et 80 avions ont participé à ce défilé, ouvert comme le veut la tradition par l'école polytechnique. À la garde du drapeau, 2 des 16 jeunes filles appartenant à cette promotion 1977. Des femmes aussi, et uniquement des femmes, ici, dans ce détachement de l'école interarmée des personnels féminins créé en 1973. 2 unités d'outre-mer invitées, le régiment d'infanterie de marine de Fort-de-France et ici un détachement du régiment du service militaire adapté de Guyane qui, en plus des tâches militaires, effectue des grands travaux ainsi que de la formation professionnelle dans les dom-toms. Présents aussi les réservistes qui, pour l'occasion, ont reformé un détachement du 24e régiment d'infanterie de Paris. Et puis voici le plus ancien régiment de France, puisque le premier régiment d'infanterie de Sarrebourg est issu des bandes de Picardie formées en 1479 par Louis XI. Venait ensuite le 40e régiment d'artillerie, présentant pour la première fois un canon de 155 automoteur à grande cadence de tir. Et à ces pièces impressionnantes succédaient les matériels de la 11e division parachutiste de Toulouse, tout d'abord ces jeeps équipés de missiles anti-chars Milan, puis des véhicules lourds servant aux troupes aéroportées, un matériel parachutable de conception rustique et capable de gravir des pentes de 50%. Enfin, une large présentation des systèmes d'armes Crotale de la base d'Istres, une arme entièrement automatisée contre les avions supersoniques volant à basse altitude, détection et tir en quelques secondes. C'étaient là les points forts d'une revue que devait ouvrir un grand défilé aérien, mais les spectateurs n'en virent que l'avant-garde, les 9 fougas magistères de la patrouille de France, nuages oblige. En effet, pendant que nous regardions les nuages, place de la Bastille, Roch Pescadère passait avec sa caméra, mais sans nous voir, au-dessus de nos têtes, à bord d'un Breguet Atlantique. Le jour n'était pas encore levé sur la base de Lanbiway, lorsque la flottille 23F de l'aéronavale prenait l'air en direction d'Orléans. La tâche habituelle de recherche océanique, de surveillance des zones côtières ou de lutte anti-sous-marine était remplacée ce matin par un rendez-vous avec les Transals de la base de Brissy. Jusqu'aux abords de la région parisienne, le ciel était dégagé, la visibilité excellente, mais les choses se gâtaient en approchant d'Orléans. Les 8 Transals C-160 du commandement du transport aérien gardaient l'espoir et volaient vers Paris précédant les 4 Breguet Atlantiques. Les Alpha Jets de l'école de chasse de Tours étaient passés peu auparavant, mais sans succès. À 1300 pieds, soit 400 mètres, le plafond était encore trop bas. Et tout le défilé s'est déroulé d'une façon très simple. La foule n'apercevait pas les avions cachés par les nuages, mais les entendait. Les pilotes, eux, ne voyaient pas le sol et n'entendaient que leur moteur. Les habitants de la banlieue est de Paris furent plus heureux. Ils purent non seulement entendre, mais voir tous les 80 appareils. Le président Valéry Giscard d'Estaing a exprimé au ministre de la Défense, M. Yvan Bourges, son entière satisfaction pour la remarquable organisation et l'excellente tenue des unités qui ont participé aux cérémonies du 14 juillet à Paris. Le président de la République s'est ensuite rendu à l'Élysée, où 4000 personnalités avaient été invitées. À 13 h, lorsque M. Giscard d'Estaing est apparu sur le perron de l'Élysée, la foule compacte des 4000 invités lui a fait une ovation.
Dans l'assistance, des femmes et des hommes connus, mais aussi des Françaises et des Français qui se sont distingués lors de l'année écoulée. Un reportage de Patrick de Carolis à cette réception. Traditionnelle revue militaire, traditionnelle réception offerte par le président de la République. Il est 11 h, le défilé est terminé. Valéry Giscard d'Estaing regagne l'Élysée. Une demi-heure plus tard, plus de 4000 invités salueront le chef de l'État. En tête, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les corps diplomatiques, le maire de Paris, mais aussi les membres de l'Académie française et quelques personnalités du spectacle. En fait, en feuilletant la liste des invités, on s'aperçoit qu'une grande place a été réservée à l'actualité, cette réception étant pour le président de la République l'occasion de nouveaux contacts. On a remarqué la présence de nombreux maires, il faut dire qu'on parle beaucoup des collectivités locales. Parmi les invités également des gendarmes, des pompiers bénévoles, des médecins sans frontières et quelques personnes originaires des Dom-Tom en vue du voyage qu'effectuera le président de la République en Polynésie. Le chef de l'État, bien sûr, n'a pas oublié les sportifs. Sur la pelouse de l'Élysée, on a beaucoup parlé transat avec Éric Tabarly, Rick Guidel, Gilles Gainet, Marc Pajot, Florence Artaud et Malinowski. Le président Valéry Giscard d'Estaing a reçu son premier collier de fleurs des mains d'une ravissante tahitienne à la veille de son départ pour Tahiti. Le président de la République entreprend en effet un grand voyage dans les territoires et départements français d'outre-mer du bout du monde. Le président Giscard d'Estaing a expliqué pour quelles raisons le défilé du 14 juillet n'avait pas eu lieu sur les Champs-Élysées cette année. Il était important, a-t-il dit, que la fête nationale associe successivement les différents quartiers de Paris. L'année prochaine, le défilé retrouvera l'avenue des Champs-Élysées. Et puis le chef de l'État a confié à Paul Amar d'Antenne 2 et à Patrice Duhamel son sentiment sur le niveau de notre défense nationale. Je crois qu'on peut dire que notre défense est actuellement en bon état. C'est le résultat d'ailleurs d'un effort d'organisation, effort de commandement, effort d'entraînement et en même temps mise à la disposition de notre défense des moyens dont elle avait besoin, et notamment des moyens financiers. Et à cet égard, je veux dire que le gouvernement, dans ses propositions, le Parlement, dans ses votes, ont permis, au cours des dernières années, de donner à notre défense les moyens nécessaires. Et je dirais que d'un seul coup d'œil, on en voit le résultat à la fois dans la tenue de nos forces et en même temps dans les moyens matériels dont ils disposent. Et je peux vous dire que cet effort sera poursuivi en 1980. Nous avons examiné cette semaine avec le Premier ministre et le ministre de la Défense la question du niveau des ressources à consacrer à la défense en 1980. Celles-ci permettront la poursuite de l'amélioration de notre système de défense. Président, vous partez demain soir pour un long voyage, des milliers de kilomètres. Vous allez visiter un certain nombre de territoires d'outre-mer, Nouméa, Wallis et Futuna, Tahiti. Polynésie, les Tuamotu. Alors pourquoi ce voyage dans les territoires d'outre-mer et que direz-vous à ces Français du lointain sur la situation générale de la France en cette mi-juillet 79? Alors pourquoi ce voyage? C'est parce que ces territoires font partie de la République française, qui l'ont d'ailleurs rappelé récemment, ne serait-ce que par les élections qui viennent d'avoir lieu en Nouvelle-Calédonie. Et donc, dans les responsabilités du président de la République, il y a celle d'aller rendre visite à ces territoires qui font partie de la République française et dont le président est président au même titre que vis-à-vis de tous les autres Français. Le dernier président de la République qui y soit allé, c'est le général de Gaulle qui y était allé en 1966, il y a donc 13 ans, et il était normal que le président de la République française aille leur rendre visite. En même temps, c'est pour moi l'occasion de faire le point de la situation de ces territoires, point de leur situation politique, après le très grand effort de décentralisation qui a été accompli au cours des dernières années, de façon à permettre à la population et à ses élus d'exercer davantage de responsabilités dans le cadre de la gestion de leurs propres affaires, et en même temps développement économique de ces territoires, puisqu'ils ont souffert, vous le savez, de la crise, et qu'il faut donc examiner avec eux le moyen d'améliorer leur développement économique et social. Et le langage que je parlerai sera le langage de la fraternité et de l'égalité. Vous avez pu suivre dans notre journal de 13 h l'intégralité de l'interview accordée à Antenne 2 et à TF1 par M. Valéry Giscard d'Estaing. La fête du 14 juillet continue ce soir en France avec de nombreux feux d'artifice et balles populaires. À 22 h 35 sur TF1 tout à l'heure, en direct de la Concorde, vous pourrez suivre un spectacle imaginé par Jean-Michel Jarre et commenté par Claude Dufresne. De nombreux messages de chefs d'État étrangers ont été adressés à l'Élysée à l'occasion de notre fête nationale, une fête que les Français de l'étranger ont célébrée avec des moyens parfois modestes, mais toujours avec beaucoup de cœur. Et l'un des 14 juillet les plus émouvants a été celui des forces françaises engagées sous la bannière de paix de l'ONU au Liban,
Un reportage de notre envoyé spécial au Liban, Julien Galeotti. Nakoura, au sud Liban. Ici, au poste de commandement de la FINUL, les 600 parachutistes commandés par le colonel Mathiot ont fêté le 14 juillet en présence du général nigérien Erskine, commandant la FINUL. Norvégiens, Irlandais, Sénégalais, Fidjiens et Népalais sont venus assister en voisin à ce défilé modeste, mais qui est impressionnant dans cette zone déserte à 4 km d'Israël et où chaque jour, les Israéliens bombardent la région environnante de Tyr. Un défilé du 14 juillet dans un camp encerclé par les milices chrétiennes du Major Haddad qui contrôle la seule route qui va vers Beyrouth et en profite pour réclamer aux voitures qui passent quelques livres libanaises. Et malgré cette situation peu confortable, un défilé des parachutistes qui, par leur présence avec les 5000 hommes de la FINUL, sont actuellement la seule force militaire qui empêche un nouvel affrontement au sud Liban. Un 14 juillet sans balles et sans feu d'artifice ne serait pas une vraie fête, et ici, à plus de 3000 km de la France, on danse aussi sous les lampions et les fusées éclairantes en pensant au 14 juillet du pays avec nostalgie. À Ankara, le gouvernement turc vient de publier un communiqué. Nous ferons tout notre possible pour mettre fin à la prise d'otages dans l'ambassade d'Égypte sans qu'il y ait davantage d'effusion de sang. Depuis hier, un commando de 4 Palestiniens détient 16 personnes, dont l'ambassadeur d'Égypte. Lors de la prise de l'ambassade par le commando, hier, 2 policiers ont été abattus. Et ce matin, un homme a trouvé la mort, un autre a été grièvement blessé, tous deux en tombant du 4e étage dans des conditions mal définies. On ne sait pas en effet s'ils ont sauté volontairement, ce qui semble être le cas lorsque l'on regarde le film de leur chute, ou si quelqu'un frappait sur leurs mains pendant qu'ils s'agrippaient au montant de la fenêtre. Je souligne pour les personnes sensibles que les images que nous allons diffuser maintenant sont particulièrement dures. Un commentaire de Jean Laudemigneux. Encerclée par les blindés de la police turque, l'ambassade d'Égypte, boulevard Atatürk, l'artère principale d'Ankara. L'occupation de l'ambassade a commencé hier matin. Elle est le fait d'un commando des Aigles de la Révolution palestinienne, une organisation qui n'a rien à voir avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Ce matin, à l'aube, 2 des 16 otages ont donc réussi à s'enfuir par une fenêtre du rez-de-chaussée. Un peu plus tard, 2 autres otages ont essayé d'en faire autant, mais cette fois d'un 4e étage, avec moins de chance. Cet homme n'a pas pu contrôler sa chute, il va mourir. 13 secondes plus tard, après avoir jeté un œil sur son camarade au sol, l'autre homme va sauter, mais il semble auparavant être légèrement déséquilibré. Son hurlement prévient les policiers que lui est vivant, alors des chars vont s'approcher de l'ambassade. Ils vont essayer de parvenir le plus près possible des 2 corps pour les protéger des tirs possibles depuis le 4e étage de l'ambassade. Des lances à eau, sous très forte pression, sont là pour dissuader les membres du commando palestinien de s'approcher des fenêtres. Pendant ce temps, un policier va quitter l'un des blindés pour aider le survivant à saisir un drap, grâce auquel les policiers vont tirer dans leur véhicule. Si vous regardez bien cette image, vous verrez que l'homme se sert encore de ses jambes pour faciliter son transfert. 12 otages sont toujours prisonniers dans l'ambassade d'Égypte à Ankara. Le gouvernement turc a mis en place un état-major de crise. Une délégation palestinienne est arrivée ce matin de Syrie pour participer à la négociation. Le gouvernement égyptien, de son côté, semble prêt à relâcher 2 Palestiniens qu'il détient prisonniers, cédant ainsi à l'une des exigences du commando, une seulement. Au Nicaragua, le président Somoza désire bien abandonner le pouvoir, mais il est prisonnier de la garde nationale qui exige de lui des garanties au cas où les révolutionnaires sandinistes prendraient le pouvoir, ce qui semble très probable. C'est en tout cas ce qu'a affirmé aujourd'hui le directeur de l'Institut espagnol de l'émigration qui vient de se rendre à Managua pour y superviser le rapatriement des ressortissants espagnols. Entre la capitale et l'aéroport, a précisé M. Escudero, il faut franchir une 20aine de barrages de la garde nationale et quiconque apparaît suspect est fusillé immédiatement. Monsieur Olivier Stirn, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, vient de rentrer de son long voyage en Extrême-Orient, au cours duquel il a visité les réfugiés vietnamiens regroupés dans les camps de Malaisie, avant de se rendre au Vietnam, où il a rencontré les responsables politiques. Monsieur Olivier Stirn, à une semaine de la conférence de Genève sur les réfugiés, conférence organisée par l'ONU, a fait le point de ce douloureux problème avec Gérard Saint-Paul. Il y a l'aspect humanitaire qui ne peut pas ne pas nous préoccuper. Il y a l'aspect aussi stabilité de l'Asie qui ne peut pas
laisser indifférent un gouvernement. Et il faut toujours se dire, dans des cas comme cela, qu'est-ce que la France peut faire? Est-ce qu'elle peut ajouter, par son jeu, par sa politique, par sa présence, par son action, une carte supplémentaire? Vous êtes le seul responsable sur le plan international à avoir été reçu par le Premier ministre vietnamien, M. Pham Van Dong, depuis longtemps. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la position des Vietnamiens évolue sur la question des réfugiés? Je crois que les Vietnamiens souhaitent que Genève soit une réussite. Ils souhaitent que Genève marche parce qu'ils sentent bien qu'ils sont dans l'impasse. Et à la suite de l'entretien que j'ai eu avec M. Pham Van Dong, j'ai peut-être conforté son idée que Genève pouvait marcher et que les peuples européens comprenaient qu'il était nécessaire de trouver une solution. Et je pense donc qu'à l'heure actuelle, il y a une possibilité sur un certain nombre d'idées que nous avons lancées d'arriver à un accord. Vous savez que nous avons distingué en effet les pays de départ qui ont leurs responsabilités, les pays de premier asile, de premier accueil, qui ont leurs propres responsabilités à mettre en œuvre, et enfin les pays d'asile, qui reçoivent les réfugiés et qui doivent ensuite les insérer dans leur propre société. Autour de ce canevas, il doit y avoir une possibilité d'entente avec les Vietnamiens, donc à tous les bouts de la chaîne, et c'est de cela qu'à Genève, on essaiera finalement d'aboutir. Vous voulez dire que les Vietnamiens seraient apparemment prêts à faire des concessions sur l'organisation du flot de réfugiés et peut-être même sur leurs responsabilités au départ? Oui, et notamment sur le contrôle que l'organisation internationale pourrait exercer sur le Vietnam comme sur les autres. Je crois que oui, la réponse est oui. À l'heure actuelle, si ça ne dégénère pas en tribune politique, qui ne serait pas le sujet, et contre lesquelles la France s'élèverait, eh bien je crois qu'on peut aboutir à des solutions concrètes et qu'en effet, les Vietnamiens sont prêts à un certain nombre de concessions. Homélie de Monseigneur Elchinger à l'occasion de la messe pour la France en ce 14 juillet. Ce ne sont ni les richesses de son sol, ni ses réserves d'or ou de devises qui sont le plus grand trésor de la France, ce sont ses enfants. Ne sommes-nous pas en train de fabriquer de nouvelles catégories de handicapés, des enfants diminués affectivement, moralement, intellectuellement, malgré la prolongation des études, et spirituellement, beaucoup d'entre eux sont de plus en plus abandonnés. Il faut lutter avec opiniâtreté pour empêcher les enfants d'être exploités et mutilés par les professionnels de la subversion idéologique, a dit Monseigneur Elchinger. M. Ben Bella a désormais l'autorisation de recevoir tous les Algériens sans restriction, c'est ce qu'il a déclaré hier par téléphone à Europe 1. L'ancien président algérien que vous voyez sur ces photos prises par Paris Match en compagnie de sa femme et de ses enfants, M. Ben Bella a précisé qu'il ne pouvait rencontrer d'étrangers ni faire encore de déclarations politiques, mais que cela arriverait sans doute un jour ou l'autre. M. Ben Bella avait été renversé par un coup d'État militaire en juillet 1965, coup d'État organisé par M. Houari Boumedienne. M. Mário Soares, secrétaire général du Parti socialiste portugais, a une nouvelle fois critiqué aujourd'hui la dissolution du Parlement. La décision a été prise hier par le président de la République portugaise, le général Eanes. Il y aura donc des élections législatives anticipées au Portugal, ce qui va plonger ce pays dans une campagne électorale ininterrompue pendant 2 ans. 4 élections sont en effet prévues au Portugal d'ici à 1981. Grave accident de voiture pour le coureur cycliste Luis Ocaña. Lors de la journée de repos du Tour de France au Ménuire, l'ancien vainqueur du Tour a participé à un gymkhana automobile au-dessus de la station savoyarde. La voiture pilotée par Ocaña a fait une chute de 200 mètres dans un ravin et elle est venue s'écraser dans le lit d'un torrent. Luis Ocaña souffre de fractures multiples. Son coéquipier, un technicien d'Antenne 2, Jean Sarrazin, a été lui aussi grièvement blessé. Le Tour de France reprendra sa route demain. Ce sera la 17e étape, les Menuires-l'Alpe d'Huez, longue de 166 km 500. Bernard Hinault est toujours premier au classement général avec 2 minutes 45 d'avance sur Zoetemelk et 14 minutes 19 sur Kuiper. Avec Alain Escoubet maintenant, la page sportive, la suite de la page sportive de ce journal. Oui, l'histoire de la Coupe Davis pour la France s'arrête cette année au même stade que l'an passé, c'est-à-dire en demi-finale de la zone européenne, car Noah et Moreton n'ont pu réussir à battre la redoutable équipe de double tchécoslovaque composée de Codes et Schmidt. Le choix du sélectionneur français était pourtant judicieux puisque l'on pouvait imaginer qu'après leur défaite d'hier en simple, Noah et Moreton mettraient tout ce qu'ils avaient dans le ventre pour se venger. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais le score est là pour prouver que ça ne suffisait pas. 7-5, 6-4, 5-7 et 6-2. La France est menée par 3-0 et les 2 derniers simples demain seront joués pour l'honneur. À noter que dans les autres rencontres de Coupe Davis, la Grande-Bretagne s'est qualifiée aux dépens de l'Espagne alors que la Suède mène 2-1 devant la Roumanie. Borg devant rencontrer demain Nastase pour le point décisif, ça risque d'être assez spectaculaire.
Mais les malheurs français ne se sont pas arrêtés à Roland-Garros aujourd'hui. À Silverstone, en Grande-Bretagne, René Arnoux sur Renault et Jean-Pierre Jarier sur Tyrrell n'ont pu terminer que 2e et 3e du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Le vainqueur est un ancien qu'on n'attendait pas, Claire Regazzoni, le Suisse, qui courait sur Williams. On attendait Renault comme au Grand Prix de France, mais Renault, vous le voyez, est arrêté à son stand avec un problème de roue que ni le pilote Jean-Pierre Jabouille ni les mécaniciens ne parviendront à résoudre. Et tandis qu'à cet instant, la Williams de Jones tourne en tête de la course, suivie de Regazzoni, d'Arnoux et des 2 Ferrari, Jabouille repart tant bien que mal pour s'arrêter quelques tours plus tard. On attendait Jones et sa Williams, meilleur temps des essais. Mais vous le voyez, ce n'est plus une voiture que pilote Jones, c'est une cheminée qu'il ira sagement ranger au coin du feu au 39e tour. On attendait vaguement un sursaut des Ligier, mais celle de Lafitte abandonnait quelques tours avant que la Ferrari de Villeneuve abandonnât aussi. Restait donc en course pour une victoire finale la Williams de Jones, la Renault d'Arnoux et la Tyrrell de Jarier. C'est dans cet ordre qu'allait se faire l'arrivée. René Arnoux ratant la victoire de 24 secondes. À 39 ans, après plusieurs années de Formule 1 et 5 victoires en Grand Prix, Claire Regazzoni, le Suisse, avait bien droit au champagne. Le classement du championnat du monde des conducteurs après cette compétition, Scheckter est toujours en tête, il l'a même augmenté avec 32 points. Le deuxième est Villeneuve, 26 points. Troisième, Lafitte, le français, 24. Quatrième, ex-aequo, Depailler et Rothman. Finalement, la seule bonne, belle et grande nouvelle est venue cette nuit d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, où l'équipe de France de rugby s'est illustrée, certains disent déjà d'une manière historique, en battant chez eux et devant plus de 50 000 spectateurs ravis et pas chauvins, eux, les fameux All Blacks, par le score remarquable de 24-19. Les Français ont marqué entre autres 4 essais que nous avons le plaisir de vous faire voir maintenant avec Pierre Torré. L'histoire, la petite, manque parfois à ses rendez-vous, car il eût assurément suffi que ce match-là se dispute à Wellington pour que fût effacé entre Loire et Garonne le souvenir de Waterloo. C'est Jean-Michel Aguirre qui avait ouvert le feu 10 minutes après l'engagement. 10 minutes plus tard, Bevan Wilson égalisait 3-3. Aux velléités offensives des Français, les All Blacks répliquaient alors sèchement par quelques regroupements bien sentis sur la gauche, et c'est ainsi que sur une ouverture latérale de Taylor, Bevan Wilson, venu de l'arrière, jaillissait à travers l'attaque néo-zélandaise et fusait jusqu'à moins d'1 mètre de la ligne française où d'une pirouette il offrait l'essai à Stuart Wilson, 7-3. « 38e minute, Galion surprend Taylor au dégagement, récupère et marque 7-partout. 40e minute, il reste quelques secondes à jouer avant la pause. Frédéric Coste s'échappe au milieu du terrain et sert Aguirre qui le flanque. Coup de pied à suivre, Aguirre est arrêté sans ménagement, mais Caussade poursuit, devance le dernier défenseur adverse et marque 11-7, ce sera le score à la mi-temps. 1 minute à peine après la reprise, Bevan Wilson a réduit l'écart à 11-10 sur pénalité consécutive à un hors-jeu de Joannel. Sanction qui a pour effet d'émoustiller le dit Joannel que vous avez vu partir sur le regroupement. Codorniou l'a relayé et voilà Caussade qui ne doute plus de rien et sert Averrousse, 15-10 pour la France. 57e minute, Caussade, on vous l'a dit, ne doute plus de rien. Il passe le drop sur service de Galion, 18-10. 3 minutes après, Mesny contre et part au pied. Averrousse va récupérer pour servir Caussade. Ce sera le 4e essai français par Codorniou. La transformation de Caussade, alors qu'il reste à jouer 20 minutes, mettra le point final au bel exploit collectif des Français, 24-19. Ce n'était peut-être pas Austerlitz, vous pourrez néanmoins répondre à quiconque vous dira « j'y étais ». Voilà un brave. Tiercé se courait à Saint-Cloud dans la 3e course, le prix de la Chapelle. C'est First Prayer, le numéro 1, suivi de Lido, le 10, et de Dancing Master, le 4, qui ont ravi les 3 premières places. La combinaison gagnante est donc l'As, le 10 et le 4 qui rapportent dans l'ordre et pour 5 francs. Nous venons de recevoir les rapports à l'instant et je ne sais pas si on aura le temps de vous les imprimer sur le téléviseur, mais si je ne me suis pas trompé dans les multiplications, dans l'ordre pour 5 francs, 4292 francs 50, 4292 francs 50, et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 742 francs 50. Oui, vous voyez, on n'avait pas eu le temps de multiplier par 5, mais tout ça c'est la même chose.
Attention aux accidents de nuit, ils sont encore plus nombreux pendant les vacances car beaucoup redécouvrent les joies simples de la promenade à pied ou de la promenade à vélo. Mais on oublie aussi les dangers que cela représente. Et pour goûter pleinement ces exercices écologiques, il faut penser aux dangers et d'abord aux voitures et aux motos. La nuit, la visibilité est réduite malgré les phares dans des proportions que piétons et cyclistes n'imaginent pas. C'est pour cette raison que viennent d'être mis au point des revêtements réfléchissants spéciaux pour les piétons et pour les cyclistes. Un reportage de Claude Bertrand. Le trafic nocturne est 5 fois moins important que le trafic de jour. Pourtant, le tiers des accidents corporels ont lieu la nuit et l'on estime actuellement que le kilomètre effectué de nuit est généralement 2 fois plus dangereux que celui effectué de jour. C'est la mauvaise visibilité qui, bien sûr, est à l'origine d'un grand nombre d'accidents. Il faut savoir qu'en feu de croisement, par exemple, un obstacle, même un obstacle clair, n'est visible qu'à 40 mètres et à 60 à l'heure, il faut plus de 40 mètres pour s'arrêter. Le même obstacle signalé par un système réfléchissant sera visible, lui, à plus de 250 mètres. Cela limite considérablement les risques de collision. Actuellement, de tels équipements ne sont obligatoires que pour les casques de moto et les poids lourds de plus de 6 tonnes, mais ces bandes réfléchissantes gagnent régulièrement du terrain. Déjà, 8 pays du marché commun ont adopté les plaques minéralogiques réfléchissantes. En France, pour l'instant, leur usage est encore facultatif, mais il pourrait bientôt se généraliser. Certains fabricants s'intéressent également à la bicyclette. Ainsi, des pneus à bandes réfléchissantes viennent d'être présentés pour la première fois à l'exposition mondiale de la sécurité à Hambourg. Le jour, ces bandes ne se remarquent pratiquement pas. La nuit, voici le résultat. Observez la différence. Ici, un vélo ordinaire dans la circulation et à la même distance, dans les mêmes conditions d'éclairage, un autre vélo équipé d'éléments réfléchissants. Il s'agit d'un produit composé de microbilles de verre. Il y en a plus de 60 millions au mètre carré. Des microbilles amalgamées dans une sorte de résine plastique transparente qui renvoie la lumière latéralement, multipliant par plus de 300 le pouvoir réfléchissant. Ces bandes réfléchissantes, déjà utilisées pour les combinaisons de motards, font leur apparition également dans le domaine du vêtement et notamment du vêtement pour écoliers. Là encore, rien ne les distingue des autres vêtements, mais la nuit, les éléments réfléchissants améliorent considérablement la sécurité des jeunes piétons. Et attention à ne pas les confondre avec des martiens la nuit, hein. Pas la même chose. Amélioration du temps demain, surtout au sud de la Loire, où il fera beau et chaud dès le petit matin. Ce sont donc plutôt des bonnes nouvelles avec un temps légèrement orageux aussi en altitude. À 23h30, Jacques Lenoir vous présentera le dernier journal. Demain, c'est Gérard Saint-Paul qui vous présentera toute l'actualité. Bonsoir et merci.